Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Alors, on va partir à l'aventure. Alors, je ne suis pas vraiment aventurier, hein, c'était plus pour la blague. La dernière fois que j'ai tenté une aventure, un road trip, c'était en Australie. La voiture qu'on a empruntée est tombée en panne le premier jour. Donc, euh, en tout cas, là, on va partir vraiment à l'aventure parce qu'au cours de l'heure qui suit, nous allons partir très très loin de la Suisse. Nous allons marcher, beaucoup marcher. On va faire de l'autostop aussi et emprunter d'autres moyens de transport. On va porter des sacs à dos lourds, rouges parfois aussi. On va avoir faim, très faim, puis on va aussi manger des mets très particuliers, différents de la raclette et de la fondue. On va se faire mal aussi quand même. Assez mal, et puis on va passer tout un tas d'épreuves plus cocasses et physiques les unes que les autres. Bref, on va partir à l'aventure tous ensemble, avec donc, je le représente un peu plus, Lynn Perita, 25 ans, bonjour. Bonjour. Donc originaire de Bulle, vous êtes éducatrice sociale et de novembre 2022 à mars 2023, vous avez traversé la Nouvelle-Zélande à pied le long du Te Araroa Trail, qui ce soit plus de 3000 km, 133 jours, facile. Vous, Flavie Taparel, vous avez 21 ans, vous êtes originaire du Valais et vous êtes étudiante en art dramatique au Conservatoire de Genève. Et vous êtes ici avec votre grand ami Jérémy Imbar, 22 ans, lui aussi valaisan, vous venez un peu du même coin, étudiant en philosophie et en histoire et sciences des religions, ici même à l'UNIL, donc un local de l'étape. Et tous les deux, vous avez participé donc à Pékin Express. Alors je rappelle rapidement le concept. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette émission, c'est une émission de M6 sur la télévision française. Et en gros, c'est une course par étapes à travers plusieurs pays. Alors vous, c'était donc la dernière édition en Indonésie, en Malaisie et au Vietnam. Ça consiste principalement à faire de l'autostop et à dormir chez l'habitant. Mais vous nous en direz plus tout à l'heure. Et puis enfin, Alexandre Grandjean, lui est un aventurier universitaire, on va dire, socio-anthropologue. Vous êtes affilié à l'Institut de sciences sociales des religions de l'UNIL, donc ici même, et également chargé de recherche à la Haute École de Santé, Vaud. Voilà pour les présentations. Maintenant, on y va. On prend les sacs à dos. Mais avant ça, je voulais vous demander, donc, Lynn Perita, pour commencer, qu'est-ce qui vous a décidé donc, de partir seul, comme ça, pour une telle aventure en Nouvelle-Zélande ? Alors, je pense que c'est un peu les expériences de la vie qui font qu'on décide d'essayer de prendre un autre chemin. Et puis, je devais partir en fait en 2021, durant le Covid, donc ça a été repoussé. Je pense une période, quand on se construit, on grandit, on se cherche beaucoup et on aimerait peut-être faire quelque chose un peu de différent qui sort du lot. Et moi, contrairement à vous, je voulais aller le plus loin possible du monde, pas être filmé, voir personne. Donc, je sais pas. J'aime beaucoup aussi Sarah Marquis, qui m'a bien confortée dans mes choix. Donc voilà. Très bien. Vous, Flavie et Jérémy, alors, vous aviez déjà voyagé avant dans des contrées lointaines sur différents continents, mais alors pourquoi se lancer dans ce jeu télévisé Pékin Express ? Alors moi, ça a toujours été mon rêve. Vraiment, depuis que je suis enfant, je regardais l'émission et j'avais envie de partir faire cette aventure. Et quand j'ai rencontré Jérémy, c'était comme une évidence. Je me suis dit, mais c'est avec toi que j'ai envie de faire Pékin Express. Et ce qui me plaisait dans cette aventure, c'était le côté vraiment très humain de l'aventure. J'avais l'impression que justement, on allait pouvoir faire de riches rencontres. Et aussi le fait qu'on n'a aucun contrôle sur nos journées, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne peut rien prévoir parce qu'on ne sait pas où on va dormir le soir, on ne sait pas où on va être, dans quel endroit du monde on va être. Et c'est ce saut dans l'inconnu qui m'attirait. Alors vous, Jérémy, par contre, donc j'ai lu, au départ, c'était pas trop votre... vous n'étiez pas très motivé au début. Alors, c'est vrai que moi, au tout début, je l'ai plutôt pris comme une blague récurrente, certes, mais je pensais pas me retrouver là-bas aux quatre coins du monde un jour. Mais après, je me suis vite laissé prendre au jeu au fur et à mesure que ça s'est avancé. Et puis ce saut dans l'inconnu et puis se laisser un peu porter par une aventure
où j'avais rien à prévoir par moi-même. Ouais, ça a attiré en tout cas. En tout cas, quand vous avez participé au casting, parce qu'il y a tellement de personnes qui s'inscrivent à ces castings, j'imagine que c'était peut-être aussi une surprise quand même d'être pris tous les deux. C'est plus la première fois que vous postuliez, non? Alors, c'était la première fois qu'on postulait, effectivement. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu la certitude que si on postulait avec Jérém, on allait être pris. Je ne sais pas pourquoi, mais je me disais, on avait des bonnes têtes, ça allait passer. Non, je ne sais pas. Et au final, on y a cru. Jérém un peu moins que moi au début, mais et puis on y a été. Et puis, bien sûr, il y a une grande part de chance. On a été au bon endroit, au bon moment. Je pense le côté un peu suisse, les petits Suisses mignons, ça les a charmés. Du coup, voilà, on a été en tout cas ravis d'avoir pu passer ces castings, quoi. Très bien. Alors, Alexandre, je vais aussi vous passer la parole. Justement, alors ce type de voyage, de partir tout seul comme ça, au milieu de nulle part, ou participer à des grandes courses, télévisées ou non, mais des grandes courses comme ça, c'est pas un nouveau phénomène de mobilité. On en avait parlé avant, mais en tout cas, on sent que les buts recherchés sont souvent communs. Il y a soit cette découverte de soi-même ou la découverte de l'autre. Comment on explique ça? Ouais, moi je trouvais extrêmement intéressant de vous écouter parce que, en fait, moi ça me fait penser à d'autres pèlerinages ou à d'autres pratiques de mobilité que j'ai pu étudier. Par exemple, quand j'avais votre âge, je suis devenu anthropologue en suivant un pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes. Donc 3000 personnes qui prennent un train avec beaucoup de personnes en situation de maladie et qui, pendant une semaine, vont au sud de la France vivre quelque chose de complètement à part de leur monde commun. Et c'est peut-être un peu ça, ces genres de voyages, c'est qu'on cherche à quitter le monde commun. Il y a toujours une étape où on se rend compte qu'on a franchi une frontière et qu'il va se passer des choses extraordinaires. Tout d'un coup, les couleurs sont plus brillantes, les expériences sont plus fortes, plus émotionnelles. Un coucher de soleil qu'on aurait trouvé peut-être beau au marché rue sera extraordinaire quand on sera en Chine. Et en fait, c'est des pratiques qu'on retrouve depuis très longtemps. On peut remonter évidemment aux pratiques de pèlerinage qui ont croisé toute l'Europe. À Lausanne, on a un lieu de pèlerinage avec la cathédrale qui est historique, je crois, depuis le 5e siècle. Mais on peut voir qu'on a aussi ça à travers tout le 20e siècle. Et quand je repensais à vos voyages, je repensais à un épisode sur lequel j'avais dû travailler, qui était ce qu'on appelait les grands raids. Donc à l'époque, les constructeurs automobiles, comme notamment Citroën, organisaient des grands raids où 500 voitures, 500 Citroën partaient de la Bastille à Paris et devaient se rendre en temps de jour à tel endroit. Donc c'était un peu le Pékin Express de l'époque, mais là, ce n'était pas les télévisions qui l'organisaient, mais c'était les constructeurs automobiles. Et puis, sur la pratique de la marche, sur la pratique de la solitude, là aussi, on a toute une histoire qui est très forte en Suisse. Vous avez parlé de Sarah Marquis, mais moi, je vous mettrai aussi dans une grande lignée. Je pense notamment à Anne-Marie Schwarzenbach, à Ella Maillard, à Nicolas Bouvier. Voilà, tous ces grands voyageurs où, au final, on part. Et c'est un peu ce terme de Nicolas Bouvier qui est de dire un voyage peut nous faire comme il peut nous défaire. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est cette mise au risque qui donne de la valeur à ce qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, on va partir en voyage. N'attendons plus. D'abord avec vous, Lynn. Donc, emmenez-nous en Nouvelle-Zélande. On part du cap Reinga, c'est ça, tout au nord. Et on va voir une petite vidéo avec le tracé de votre voyage. Et puis, donc, vous partez du nord pour aller jusque tout en bas, au sud. Et puis, sauf que rien ne va se passer comme prévu assez rapidement. Vous voyez le tracé, normalement. Voilà, il s'affiche. C'est vous qui l'aviez tracé. Plus de 3000 km. Voilà, alors racontez-nous ce voyage en Nouvelle-Zélande. Bon, quand vous dites rien ne s'est passé comme prévu, bon, j'avais pas prévu grand-chose, à part marcher, du coup. Et c'est là, je pense, où c'est un petit peu péché pour moi, c'est que je pensais vraiment partir, marcher, dormir où je voulais, quand je voulais, manger ce que je voulais, quand je voulais. En fait, je me suis vite rendu compte qu'il fallait quand même s'organiser un minimum, notamment pour les quantités de nourriture. Parfois, je passais par des villes tous les jours, parfois
J'avais 10 jours en autarcie, donc il fallait quand même se programmer à ce niveau-là. Un truc où j'avais pas de point dessus, où je pouvais vraiment rien faire, c'était la météo. Et ça a été compliqué. Il a énormément plu. Et être tout le temps mouillé, pas pouvoir faire sécher nos affaires, remettre les habits mouillés, c'est compliqué. Et ça prend de l'énergie aussi. Mais je pense que c'est aussi ce côté-là qui fait se sentir très vivant. Comme vous dites, toutes les couleurs sont plus belles, tous les sons sont plus forts, toute la dimension de la nature aussi prend des proportions beaucoup plus énormes. Là, on voit que je suis souvent seule, hein, mais j'avais quand même du monde autour de moi. J'ai choisi plutôt de marcher seule, mais en général, le soir, je retrouvais du monde. Donc, j'avais la possibilité de faire les deux. Donc, c'était chouette. Et puis, on sent que c'était presque Koh-Lanta, votre aventure, pour faire un lien avec les émissions d'aventure, de télé-réalité. Et puis, il y a eu ce moment où... est-ce qu'il y a un moment où on veut abandonner? Parce que vous m'aviez dit, vous avez traversé, parfois, il y avait des routes totalement inondées, des endroits vraiment impraticables, vous deviez dévier du tracé. Est-ce qu'il y a vraiment des moments durs comme ça, psychologiques? Oui, même depuis le premier jour, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et non, enfin, j'y pensais, je pense, tous les jours à abandonner. Mais tous les jours aussi, je me disais, j'ai fait un pas de plus, j'ai fait une journée de plus, donc j'ai pas envie d'abandonner. Et comment, justement, on va chercher cette force? Parce que tous les jours se lever le matin, mais il y a quand même quelque chose, parce que justement, vous êtes allé aussi chercher ça, ce chemin difficile. Vous saviez que ça serait dur aussi. Et alors, comment on se motive? Comment on se motive alors? Ça, c'est compliqué à répondre. Mais le dépaysement, le dépassement de soi, c'est vrai que en fin de journée, d'avoir gravi une montagne de plus ou fait quelques kilomètres de plus, on est content finalement. Hein. Que ce soit 500 mètres ou 30 kilomètres, ça change la donne. Mais tous les soirs quand même, j'étais dans ma petite tente avec mon petit thé et j'étais juste fière de moi. Et tous les matins, c'est dur de repartir, mais après 1 heure de temps, je me reperdais dans ma marche et puis j'étais heureuse comme ça en fait. Donc je pense que c'était ma motivation. Et au final, qu'est-ce qui était le plus dur? Parce que vous avez fait un petit film de ce résumé. Je voudrais que vous parliez beaucoup de certains plats de la Migros qui vous manquaient. Il y avait aussi l'hygiène aussi, de ne pas pouvoir se laver vraiment pendant plusieurs jours. Qu'est-ce qui a été qui vous a manqué le plus? Alors, on s'adapte énormément et vite. Donc, quand on ne peut pas se laver pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on s'y fait. Donc, après, c'est clair qu'une douche, c'est vraiment le Saint Graal. Mais on s'y fait. Je pense qu'on est fait pour. Et il y a cet instinct peut-être primitif qui revient naturellement parce qu'on cherche en fait à se nourrir. Et puis, quand on est seul, en fait, on repense aux choses de base. Hein. Et c'est vrai que la nourriture, c'était compliqué. Moi, j'adore le chocolat. Et quand j'en avais plus, je n'avais juste pas le choix. Mais on a vraiment juste faim et on arrive à se dire qu'une fois qu'on a fini de manger, on est rempli parce qu'on a rempli ce quota d'énergie. Et c'est tout. Et une dernière petite question aussi sur ce voyage. À quoi on pense quand on marche comme ça, des heures et des heures chaque jour? Alors souvent, donc, parfois accompagné. Parfois, il y a eu votre père aussi qui est venu vous accompagner pendant plusieurs jours. À quoi on pense? On pense à soi, on pense aux autres, on a envie de revenir, on a envie de continuer, parce qu'à la fin aussi, vous étiez presque nostalgique d'avoir terminé le voyage. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pendant tous ces jours? Comme vous dites, hein, on pense à soi, on pense aux autres, on pense aux valeurs de la vie, on pense à ce qu'on aimerait faire, quel chemin on prend, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on a fait. On pense à plein de choses, mais après on revient vraiment à des trucs primitifs. Donc quand on a faim, par exemple, ça m'est arrivé de passer 4 ou 5 heures à penser que à de la bouffe. Donc, pardon pour la grossièreté. Mais oui, souvent c'était un peu la question, mais à quoi tu penses? Mais je pense qu'on se perd vite
dans nos pensées. J'arrive même pas à dire à quoi je pense exactement, souvent. Bon, merci en tout cas. Alors, on va partir maintenant avec vous, Flavie et Jérémy. Autre type de voyage. Donc, on débute votre aventure en Indonésie avec l'un de vous deux qui devait construire un radeau les yeux bandés. C'est comme ça que ça a commencé. Racontez-nous la suite. Ben, ouais, c'est déjà incroyable d'arriver dans un pays, de ne pas savoir dans quel pays on se trouve, et en plus de devoir, pour ma part, garder un bandeau pendant une activité dans laquelle j'arrivais à mettre aucun sens, parce que je me retrouvais à devoir construire un radeau et devoir pagayer sur un lac sans savoir où j'étais. Donc ouais, c'était pas des débuts les plus simples, on va dire. Mais au moins, ça mettait dans le bain. Ouais, c'est que ça a vraiment commencé directement super fort. Moi, j'ai pu enlever donc ce bandeau, découvrir où on était. Donc, Stéphane nous avait dit dans le petit Tokiwoki où on se trouvait. Mais quand j'ai dû décrire à Jérémy ce qu'il y avait devant nous, la seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est « Oh, ben ça ressemble au lac Léman ». Donc, pour le dépaysement, on n'est pas, on n'est pas super. Et sinon, après, ben, ouais, c'est sûr qu'on commençait très fort, physiquement aussi très fort. Et nous, c'était une crainte qu'on avait parce que, en tout cas, moi, je ne me sens pas du tout à l'aise sportivement. Et j'ai un peu un complexe là-dessus. Donc, je savais que ça faisait partie de l'aventure. Et c'est quelque chose qui me faisait déjà un peu peur. Et au final, on a fait une super belle première épreuve. On a terminé premier de cette épreuve des radeaux. Donc ça nous a mis aussi dans une certaine confiance, dans une certaine euphorie, puis dans une envie d'aller croquer cette aventure à pleines dents. Oui, ben, exactement. On a cette première épreuve qui est ultra intense, mais le moment, franchement, dont je me souviens le plus, c'est vraiment ce moment où j'ai enlevé le bandeau et juste que j'ai découvert le lac Léman. Que du coup, j'étais un peu en désaccord avec elle là-dessus, mais en tout cas, j'étais ébloui par les paysages qui étaient autour de moi. Et ensuite, bah, le deuxième souvenir assez fort, c'est notre première expérience du stop, où ben, ni Flavie ni moi avaient jamais fait de stop de notre vie. Et on s'est retrouvés à demander légèrement aux voitures sur le bord de la route de bien vouloir s'arrêter, ce qui n'a pas forcément été concluant. On avait une politesse suisse très, très, très forte et on n'osait pas trop déranger, on n'osait pas trop s'approcher, pas trop, vraiment, on était très timide. Puis c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'aventure, on est devenu un peu moins timide, un peu plus au taquet pour le stop parce qu'il fallait qu'on sauve nos fesses, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'à la fin, enfin, c'est ça souvent quand on regarde cette émission, c'est au début les gens sont assez, enfin les candidats sont assez polis, et puis après ils se jettent sur les voitures, quoi. Ah, mais je me suis jetée sous des roues de voiture, mais non, c'est sûr que ça apprend aussi vraiment l'aventure à se dire que demander, c'est toujours permis. Après, la personne en face de toi a le droit de dire non, et puis dans ce cas-là, ben, tu acceptes. Mais oser aller demander, ben, en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu te dirais, mais c'est impossible qu'ils acceptent, puis ils acceptent. Et puis des endroits où on se disait, non, mais on ne peut pas aller frapper là, enfin, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne vont pas dire oui et tout. Et après, on passait les meilleures soirées de toute notre vie. Au hasard, comme ça, en allant frapper, en osant aller demander, en osant, je ne sais pas si d'un coup ils avaient un instrument accroché au mur, on disait « Ah, bah vous jouez », puis après ils nous jouaient une chanson, et puis comme ça, en demandant, en s'intéressant et en n'étant pas trop timide, bah, en fait, il se passe des choses extraordinaires. Oui, et ça justement, je voulais revenir sur cet aspect-là. Donc il y a l'autostop, en effet, où il faut apprendre à vraiment y aller et à se mettre sur la route pour arrêter les voitures. Et puis donc l'autre aspect donc, de cette émission, de cette course, c'est que le soir, donc, vous devez aller dormir chez l'habitant et aller toquer donc, chez les gens. Et comment, j'imagine ça aussi, au début ça doit être particulier, notamment dans les pays que vous avez traversés, qui sont pas, où parfois c'était des villages ou des endroits qui n'étaient pas très, très riches. Justement, comment on arrive à affronter ça? Ben, au début, c'est justement ce sentiment-là de vraiment pas vouloir déranger la personne. D'ailleurs, pour toquer aux portes, ça nous a pris un bon petit moment.
Avant, notre première technique, c'était vraiment de errer devant les maisons des gens et d'attendre que quelqu'un vienne nous parler. Et ça marchait, il y avait toujours quelqu'un qui finissait par venir nous parler. Et ça marchait plutôt bien, et c'est vraiment ça fait partie des plus beaux souvenirs de notre aventure, justement, les gens qui nous ont accueillis. Et au début, on avait un petit peu cette gêne, surtout d'avoir peur de trop prendre par rapport à ce qu'ils pouvaient nous donner. Et en fait, on s'est retrouvés à plein d'endroits à partager aussi notre nourriture à nous, qu'on avait accumulée pendant le trajet, ou à passer vraiment des moments d'échange. Et du coup, cette peur, elle a pu disparaître un peu en rétablissant vraiment un lien, en discutant avec ses familles et en passant des soirées merveilleuses. Et puis, autre point aussi qui est assez important dans cette émission, donc vous faites du stop, etc., mais il y a aussi des épreuves. Et vous en avez vu des vertes et des pas mûres, parce que vous avez sauté à l'élastique, vous avez mangé des choses qui ne donnent pas très envie, vous pourrez nous détailler un peu plus ce que c'est. Vous avez parfois, on verra des vidéos tout à l'heure, rapidement, où vous avez dû transporter un sac de riz avec plein de trous. Il y avait une brouette aussi. Ça, c'est quand vous aviez mangé. Il y avait aussi une brouette avec, je crois, du thé dedans, mais la brouette était trouée. Et puis surtout, monter un volcan avec en tirant des sacs de pierre très lourds. On va voir ça aussi, un petit extrait tout à l'heure. Vous arriviez comme ça avec votre... vous n'étiez pas forcément très préparé à ça. Vous saviez pas ce qui allait vous arriver. Comment on fait face à... Comment on se lance là-dedans dans ces épreuves-là, et surtout pour se dépasser physiquement? Alors, je dirais que, en fait, toutes ces épreuves, c'est ce qui nous permet de continuer l'aventure. Parce qu'à plus tu réussis les épreuves, à plus tu vas pouvoir rester. Donc, on est vraiment stimulé par le fait de pouvoir continuer à rencontrer des gens, continuer à partager des moments avec les locaux le soir. Et on est également hyper encouragé toujours par l'autre. Et on a envie de se dépasser pour l'autre, pour soi-même, et pour continuer de pouvoir vivre cette aventure. Et c'est vrai qu'on a eu des moments de baisse de morale, des moments où on doutait de nos capacités, beaucoup de moments où on doutait, mais on n'avait jamais ces moments-là au même moment. Il y avait toujours l'autre qui était là pour remonter et tirer l'autre vers le haut, puis y aller ensemble, puis se dire, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on aura au moins tout donné, on aura tout essayé, et puis on se sera amusé, et on aura partagé des choses avec des gens, et puis on aura toujours on l'aura fait avec nos valeurs, en essayant d'être bienveillant, d'être sympa l'un envers l'autre et avec tout le monde. Voilà, c'était un peu notre but. Oui, vous aussi, Jérémy, c'était physiquement compliqué de vous... Et puis surtout, vous particulièrement, vous étiez plutôt justement... Alors déjà, vous ne vouliez pas participer à cette émission au début, vous y allez quand même. Ensuite, vous étiez peut-être un peu plus timide pour aller faire les choses. Et puis, et en fait, au fur et à mesure, on a découvert un guerrier presque à la fin, non? C'est vrai que je me suis laissé prendre au jeu, parce qu'il ne faut pas oublier que justement, c'est un jeu géant et que on se laisse prendre assez facilement. Après, c'est vrai que les épreuves sportives, ça, c'était pas non plus la pure partie de plaisir, mais il y a ce sentiment d'accomplissement du moment où on est arrivé au bout, de transporter des kilos de soufre en haut d'un volcan. À aucun moment de ma vie, j'aurais pensé être en train de faire ça, mais du moment où on était en haut et que on voit tout ce qu'on a parcouru, qu'on a réussi à le faire, alors qu'on est vraiment deux pégnos pour ce qui est du sport. C'était impressionnant. Et puis, ça nous rendait fiers aussi de l'autre, de partager ça ensemble et de se motiver et de voir qu'on arrivait aussi à faire des choses dans des domaines où on pensait être nul. Bravo. Alors, on va voir justement les deux petites vidéos. On va peut-être commencer par celle du... Alors, vous voyez justement la photo de... On y va. Ah, ça, c'est le sac de riz. Et moi, je regarde son micro. Attends. Ok, là, ça sent bien. beaucoup. Là, c'est sans moi. Je sais pas pourquoi, mais je vois un gros trou en face de moi et mes mains sont déjà prises. Donc, flam, je mets ma tête dedans pour boucher le trou. Elle a la tête enfoncée dans le sac, elle voit plus rien, elle a les mains sur les côtés. Je vois pas comment on va pouvoir faire 3 km comme ça. Putain, non, là, c'est vraiment excellent, pas bien.
Vraiment excellent, pas bien quoi? Pas bien du tout. Pas bien? Ok, je pousse contre toi. Comme ça, c'est mieux? Comme ça, c'est parfait. Ok. Ok, si tu mets comme ça, c'est bon. C'est parfait, Jérém. Voilà, et on va voir la deuxième aussi qui était particulière, et puis vous Je rendez vais la hommage. démonter cette plante. Vas-y, je deviens féroce. Wow. Je deviens féroce. Vas-y, Jérém. Vas-y, Jérém. Putain de pote de merde. C'est la technique dite de Roger Federer. Les tennisman, ils font ah, ah, ah. Ça fait du bien au moral et ça m'a donné de la force pour monter plus rapidement. Chier. C'est super impressionnant. Flavie, elle a une rage intérieure, elle fait que crier. Ils sont très impressionnants pour leur gabarit. Vas-y, Jérém, vas-y. Vas-y, on est des champions. Vas-y, Jérém. Je suis content. Moi, ça me motive de te voir te dépasser comme ça. C'est super cool. Allez. Merci Roger Federer. Voilà, on peut les applaudir. Alors Alexandre, après avoir vu tous ces efforts, toutes ces épreuves, mais Lynn aussi, on a connu beaucoup à sa façon aussi, peut-être un peu moins cocasse, mais il y en a eu aussi. On voit que voilà, il faut se dépasser physiquement pour faire ces voyages. Et justement, est-ce que la souffrance physique, est-ce que c'est nécessaire pour donner justement de la valeur à son aventure? Oui. Alors, bien souvent, on parle du voyage qui transforme, on parle de pèlerinage, on a plein de termes pour désigner quelque chose qui n'est pas du tourisme. Et je pense que c'est vraiment ça ce qui est en jeu, c'est de dire, d'un côté, aujourd'hui, on peut aller aux Maldives pour un week-end. Il ne faut pas le faire parce que l'impact écologique est terrible, mais les choses peuvent être très simples. On peut prendre un avion, moyennant qu'on a les moyens, les bons passeports, et on peut vivre une vie parfaite de pacha dans des hôtels 5 étoiles, all-inclusive. Mais ça, ce n'est pas considéré comme des voyages transformationnels. C'est peut-être le monde commun est trop violent ou trop dur ou trop épuisant, et puis on fait une pause pour se reposer, puis ensuite on repart comme des warriors. Mais le pèlerinage, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, on part, et si on ne souffre pas, c'est qu'en guillemets, ça n'a pas de valeur. Ou alors, c'est que c'est trop du tourisme. Par exemple, quand on part en pèlerinage à Notre-Dame-de-Lourdes, donc il faut imaginer plutôt des personnes de 60 ans qui prennent un train. Le train, il n'est pas habilité pour être confortable. On est sur des vieilles couchettes, ça fait mal. Et si on ne souffre pas, si on n'arrive pas complètement fatigué le lendemain après le trajet, c'est que quelque chose ne s'est pas bien passé. Et je pense que c'est un peu ça ce que met en scène, notamment la production, en vous mettant avec tous ces défis. C'est que, entre guillemets, si c'est simplement vivre des super moments à rencontrer des gens, c'est très bien, mais c'est vraiment ces efforts-là qui donnent de la valeur, mais qui aussi parlent un peu de l'authenticité de la démarche. C'est que si on n'a pas souffert et qu'on n'est pas revenu transformé, parce que c'est aussi ça ce qui est intéressant dans ces voyages-là, c'est ce qu'on vit sur le moment, mais aussi comment est-ce qu'on le raconte par la suite, comment est-ce qu'on témoigne de ça. Et voilà, si vous dites, je suis resté timide malgré tout ce que j'ai vécu, les gens seront un peu déçus. Par contre, quand on dit, Flavia et puis Jérém sont devenus des méga warriors, là, tout d'un coup, il y a une sorte la performance du voyage a fonctionné. Parce qu'il n'y a rien de pire dans ces voyages de transformation quand la transformation ne se passe pas. Et ça arrive aussi des fois. Et je pense que le voyage à pied, c'est aussi ce genre de voyage, avec d'autres risques, aussi d'autres craintes. Mais on le fait parce qu'on veut éprouver quelque chose. Moi, ça me fait penser à ce qu'on appelle l'ordalie, qui est un peu l'idée de se mettre au défi pour tester ses limites, mais aussi pour marquer une rupture avec qui on pouvait être avant et qui on a envie d'être après. Je pense que ces longs moments, j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus, mais ces longs moments de marche méditatif, à quoi est-ce qu'on pense quand on pense à qui on pourrait devenir ? Justement, ça va être l'objet de notre dernière partie, avant les questions du public. Donc justement, Lynn, donc vous êtes arrivé finalement au Cap Bluff, c'est ça, après donc, plus de 130 jours, et vous êtes dit, qu'est-ce que je fais après une expérience pareille ? Et vous avez, effectivement, elle a eu un impact sur votre vie, cette expérience. Racontez-nous l'après, le retour. Alors le retour, au début, je suis très vite revenue dans notre société actuelle parce que j'avais besoin de sous, donc on revient très vite dedans. Je pense plus par après, ça m'a quand même bien changé, peut-être pas mes valeurs de base, mais dans quelle direction j'aimerais aller, qu'est-ce que j'aimerais laisser comme empreinte sur cette terre.
Et j'ai changé un peu mon mode de vie, notamment où maintenant j'habite dans un bus. Et je me sens, moins j'ai, plus je me sens heureuse. Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, le fait de cumuler du matériel, ça me rendait malheureuse. Et je pense que c'est un peu un problème que le monde actuel a. Mais j'ai parfois l'impression qu'on se voile un petit peu la face. Et le fait d'avoir pris une pause pour moi, d'avoir vraiment fait une bulle entre le travail et le monde actuel, ça m'a vraiment permis de me reposer là maintenant, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et ça m'a fait un bien énorme. Par contre, c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait après une expérience pareille? On revient dans notre mode de vie comme avant. Et j'ai juste plein d'autres idées pour la suite. C'est juste ça. Oui, vous me disiez justement avant, vous voulez repartir évidemment. Bon, ça prendra aussi un certain temps, mais vous voulez repartir vraiment sur les pas de Sarah Marquis notamment, c'est-à-dire cette fois partir vraiment dans des endroits sauvages et hors des sentiers battus. Oui, alors ce que j'ai fait là, c'est un chemin officiel qui trace du nord au sud. Et peut-être pour la suite, j'aimerais essayer quelque chose d'un peu plus sauvage, où il n'y a pas de délimitation, où il n'y a pas de chemin officiel, il n'y a pas de panneau, c'est vraiment le choix de où je vais du début à la fin. Et peut-être je partirai dans quelque chose comme ça. On verra. On verra, en tout cas on se réjouit de découvrir cette prochaine destination. Vous, Flavie et Jérémy, le retour, vous êtes terminé quand même demi-finaliste, je crois qu'on peut les applaudir. Parce que vous étiez éliminé dès le deuxième épisode, en vrai, mais vous avez pu revenir. Et il y a eu évidemment plein de rebondissements que vous avez peut-être suivis, donc si vous avez regardé l'émission. Donc, bon, c'est quand même un énorme parcours, très très beau. Et comment on fait pour maintenant, quand on revient d'une telle aventure, telle extraordinaire, comment on pense à revoyager après ça? Alors, moi, je dirais que ça me donne envie d'aller beaucoup plus à la rencontre des gens dans mes voyages. C'est vrai que cette forme-là de voyage, d'aller dormir chez l'habitant, moi, j'ai un petit peu peur de la faire en temps normal. Là, c'est sûr que d'avoir une production qui est derrière toi et qui assure ta sécurité, ça rassure. Mais j'aurais au moins envie pas forcément d'aller dormir tout le temps chez les gens, parce que j'oserais pas. En toute honnêteté, pourtant il ne s'est rien passé et ça s'est toujours très bien passé les nuits où on l'a fait, mais j'aurais peur toujours. Mais par contre, j'essayerai d'aller plus souvent discuter directement avec les locaux, essayer d'échanger, d'apprendre en étant vraiment plus au cœur du pays dans lequel je suis, et moi à distance, juste à regarder les sites touristiques. Et puis voilà, je dirais ça modifierait cette manière-là de voyager. Et évidemment, l'envie de partir un peu plus en sac à dos, parce que franchement, j'ai vu que j'étais capable de marcher un petit peu. Donc voilà, ça serait ça. Sur le retour en lui-même, c'est vrai que ça a été plutôt brusque, parce que on est rentré et moi personnellement j'étais à l'Uni le lendemain et Flavie elle recommençait aussi relativement vite. Et donc, c'est vrai qu'on revient assez facilement, en tout cas dans un premier temps, mais on a toutes ces images en tête et on sait ce qu'on veut garder pour la suite. Et aussi, ça permet de réapprécier tout ce qu'on a ici en étant parti. Et du coup, par exemple, moi, mon retour à l'université, j'ai eu beaucoup de plaisir de me remettre à mes cours et tout ça. Et ouais, sinon, par contre, pour la timidité vis-à-vis de oser demander aux gens quand on en a besoin ou ce genre de choses, c'est quelque chose que je vais essayer de garder. Et justement, Alexandre, donc vous parliez justement de cette transformation. Forcément, ça marque et puis ça change une vie, quoi. Oui. Moi, j'ai l'impression que ça marque, ça change une vie, mais et peut-être vous avez remarqué ça. Moi, j'ai en tout cas beaucoup entendu sur les pèlerinages, c'est des gens qui avaient peur de perdre ce qu'ils avaient gagné ou vécu
en revenant dans le monde normal. Et c'était vraiment toute une préoccupation de dire, mais dès l'instant où je reprends les cours, où je reprends le travail, comment est-ce que je continue de vivre les valeurs que j'ai pu mettre en place ou que j'ai pu réfléchir, comme vous le disiez assez bien. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la mobilité, on l'a fait pour soi, parce que si on réfléchit à d'autres formes de mobilité, on est plutôt dans des formes plutôt collectives, on est plutôt pour faire exister un groupe. Si on sort un tout petit peu de l'Europe, ça me fait penser par exemple au chemin du rêve dans les communautés autochtones en Australie, où en fait on fait un voyage pour se raconter dans des lieux emblématiques les récits mythologiques des anciens, de ceux qui vivaient avant nous. On a la même chose chez les Huichol au Mexique, où on fait un chemin du peyote, donc on prend de la drogue, mais on se raconte aussi les récits mythologiques et ça fait, entre guillemets, cimenter le groupe. Alors que là, on a d'autres formes où justement où la transformation est vraiment centrée sur soi, ce qui nous dit peut-être aussi beaucoup de nos sociétés et aussi de nos valeurs, ou en tout cas de qu'est-ce qu'on met en hiérarchie. Et voilà, comment est-ce qu'on continue toujours de garder ces valeurs-là dans le monde commun. Mais il me semble que vous en sortez plutôt bien en la matière. Et puis, moi, j'avais peut-être aussi une petite question, c'est que je me dis, vous êtes parti très loin, mais au final, ce que vous avez vécu ou ce que vous pourrez vivre par la suite, est-ce que vous pouvez le remettre ici ? Est-ce que, au lieu de faire Pékin Express, est-ce que la Brévin Express serait envisageable ? Ça, c'est clair que moi, en tout cas, j'avais toujours voyagé plutôt en Europe et je me suis jamais rendu aussi loin que ça. C'était un plaisir de partir comme ça dans quelque chose qui était déjà organisé aussi parce que du coup, j'avais pas le besoin de devoir me déplacer en avion par moi-même ou ce genre de choses. Mais du coup, de ramener aussi aux alentours et dans mes méthodes de voyage autour de chez moi aussi cet aspect-là, et même dans le stop, dans le déplacement ou ce genre de choses, de le faire ici en Europe, ça serait aussi quelque chose qui m'attirerait fortement. Et est-ce que vous voulez répondre aussi à la question d'Alexandre ? C'est vrai qu'on ne peut plus ignorer au jour d'aujourd'hui que l'écologie est un vrai problème. Donc, bien sûr que tout le monde me dit « mais pourquoi la Nouvelle-Zélande ? C'est quand même le plus loin possible, effectivement. » Et ça me fait réfléchir, alors pourquoi pas partir un jour de la maison ? C'est vrai, on a un pays magnifique, la nature est magnifique partout, chaque pays a ses beautés, donc c'est vrai que ça fait réfléchir. Et en plus, je rappelle que vous avez, avant de traverser la Nouvelle-Zélande, vous avez traversé la Suisse, le chemin des panoramas, c'est ça ? Oui, alors vu que j'ai pas pu aller en Nouvelle-Zélande dû au Covid, à cette période-là, j'avais commencé par traverser la Suisse. Et ça m'a permis aussi de découvrir notre pays d'une autre manière, parce que je suis passée par des endroits que je ne serais jamais allée autrement. Et je pense que c'est vraiment un bon moyen d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître un pays, d'apprendre à connaître les locaux. Tout dépend de ce qu'on cherche, mais moi, ça a été clairement la plus belle expérience de ma vie pour l'instant. Merci beaucoup en tout cas à tous. Et on va passer tout de suite aux questions du public, parce que j'imagine que vous en avez sans doute. Alors, qui a des questions pour nos aventurières et aventuriers ? Alors j'en vois une ici. Oui, bonjour. Ma question, on a suivi toutes les saisons de Pékin Express. Et on se posait toujours la question comment ça se faisait que quand vous allez chercher le logis le soir, vous allez toujours trouver des gens pour vous accueillir. Alors qu'on peut imaginer que chez nous, ça semble difficile à imaginer si quelqu'un vient toquer chez moi comme ça. Bon, peut-être avec l'équipe de production, c'est différent. Mais d'accueillir, alors qu'on aurait a priori beaucoup plus de possibilités, comment est-ce que vous expliquez un petit peu cette différence ? Alors, moi, j'explique par déjà le fait que le montage ne peut pas montrer les heures qu'on passe à chercher une maison. Parce que nous, on a eu beaucoup de chance avec Jérémy. En général, on trouvait en 30 minutes maximum, mais il y a des équipes qui ont passé quand même 6-7 heures à chercher une habitation et à avoir beaucoup de refus. Donc ça, c'est déjà une chose. En général, au montage, on va voir quand on trouve la maison. Donc on a l'air de trouver facilement.
Et ensuite, je pense aussi que ça dépend des pays. Pour avoir parlé avec les équipes de tournage, ils disaient que là, pour cette saison-ci, on avait eu beaucoup de chance sur les pays qui étaient des pays plutôt accueillants et où il y avait une certaine facilité à l'accueil, et qu'il y a des pays où c'est vraiment très dur et où les équipes passent beaucoup de temps à dormir dehors. Nous, on a quand même passé une nuit complètement dehors à pas trouver de maison. Mais on était au milieu de la forêt, donc il n'y avait pas de maison. Donc on a juste pas pu aller demander l'hébergement à qui que ce soit. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'ici, je pense que ça change aussi s'il y a quelqu'un qui vient frapper chez toi avec une équipe de tournage et tu sens que c'est une émission. Peut-être que tu dirais oui, peut-être qu'on dirait non. Je sais pas vraiment. J'ai pas essayé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et sinon, je vais juste enchaîner avec, reprendre ça. Est-ce que vous avez senti dans cette aventure qu'il y avait quand même ce biais des caméras de tournage, ne serait-ce pour trouver donc un logement et aussi des véhicules? Est-ce que vous n'aviez pas le sentiment d'être un peu aidé aussi par la caméra? Alors ça, il y avait autant l'un que l'autre. Il y avait des personnes qui voyaient les caméras et qui jouaient vraiment avec et qui étaient vraiment contents de se montrer. Et il y avait pour certaines personnes, et du coup dans ce cas-là, ça facilitait beaucoup le contact. Et il y avait des personnes qui appréciaient beaucoup moins et qui nous acceptaient quand même en dépit de ça. Et donc on s'est vraiment retrouvés dans les deux situations vis-à-vis de ça. Mais il y avait quand même des gens qui pensaient qu'on était des stars et qui venaient nous demander des photos. Et du coup, c'était assez amusant, mais voilà. Mais vous êtes des stars maintenant. D'autres questions? Je vois plein de petites mains qui se lèvent. J'en vois ici, j'en vois ici. Du coup, ça m'intéressait de savoir à quel point l'émission elle est réelle. En fait, est-ce que vraiment ils vous filment? Parce que les choses qu'ils vous filment, quand on les voit à la télé, elles sont parfaites. Enfin, c'est pile au bon moment. Et est-ce qu'ils vous disent, recommencer la scène, c'était pas bien, ou est-ce que c'est vraiment véridique? Alors, avant de faire l'émission avec Jérémy, c'était un peu une crainte qu'on avait parce que c'est quelque chose qui se dit, que ces émissions sont truquées, etc. Et nous, on s'était dit que si c'était effectivement truqué, on allait tout simplement quitter l'aventure et abandonner parce qu'on voulait être dans une aventure qui était sincère, réelle et pas jouée. Et du coup, on n'a pas abandonné l'aventure. Donc, franchement, ils nous ont jamais demandé de tourner quoi que ce soit. On n'est rien forcé à faire. Et les choses se font naturellement. Mais de nouveau, les séquences tournées sont beaucoup plus longues que ce qui est montré. Et par exemple, les échanges qui se font avec les locaux, au montage, on voit le moment où d'un coup c'est hyper émouvant, puis on est très proche. Et dans la réalité, pour arriver à ce moment très proche, on a passé une soirée à échanger, puis petit à petit à venir à ce moment proche. Mais ils ne peuvent pas monter l'entièreté de l'aventure, sinon vous aurez des épisodes qui durent 2 mois, donc ça serait un peu long pour vous à regarder. Et du coup, c'est ça qui donne un peu cette impression, on se dit, mais c'est pas possible. Et en fait, oui, c'est vraiment possible, on l'a vécu. On a été nous-mêmes étonnés des échanges qu'on a pu avoir, de la chance qu'on a pu avoir en frappant au bol dans n'importe quelle maison. Il y avait des soirées qui étaient plus intenses que d'autres, mais toutes les soirées avaient un point commun, c'est l'alcool de riz, toujours présent, toujours. Donc ça veut dire que quand vous êtes mise, Flavie, à réciter du Shakespeare après avoir mangé des piments, c'était absolument instinctif. Ça venait de moi. Personne n'avait demandé. D'ailleurs, tout le monde en a eu marre assez vite. D'ailleurs, la séquence était assez formidable où on vous voit Jérémy au bout de votre vie et à côté Flavie qui récite To be or not to be. D'autres questions? Une jeune ici devant. Le micro arrive. Flavie, quelle était ton épreuve préférée dans Pékin Express? Alors, mon épreuve préférée, ça a été la plus difficile. Ça a été la montée du Kawaii-Gen qu'on a pu voir, parce que c'était vraiment, mais vraiment hyper éprouvant physiquement.
Et j'aurais jamais pensé juste arriver au sommet du volcan. Moi, d'habitude, je reste vraiment en bas du volcan. Et du coup, là, d'avoir vécu ça avec Jérém, c'était juste incroyable. J'étais très, très fière de nous. Et puis, c'était magnifique. Quand on est arrivé en haut, c'était vraiment, pour les yeux, ça valait la peine, quoi. D'autres questions? Par ici. Oui, moi je voudrais juste savoir comment ça se passe avec l'image et le son quand vous êtes dans les véhicules locaux. Ben, en fait, à chaque fois, il y a un caméraman qui nous suit dans toute l'aventure. Et du coup, on est souvent assez serré dans ces voitures. Et pour le son, on a des micros en permanence sur nous. Il n'y a pas du tout de prise de son par un autre moyen que par les micros que vous voyez à l'écran. C'est un petit truc noir. Voilà. D'autres questions techniques? Oui. Je voulais savoir comment vous vous êtes préparé avant l'aventure, parce que vous vous attendez pas autant à la météo ou des trucs comme ça. Alors, à quelle aventure? L'aventure de Lynn ou l'aventure de Flavie et Jérémy? Les deux. Alors, Lynn? J'ai juste pas compris, on s'attend pas à quoi? Comment vous êtes préparé notamment et comment vous avez fait face aussi aux imprévus? Parce que justement, on en parlait tout à l'heure, normalement c'était plutôt, j'imagine, une période où il devait faire un temps plutôt sympa et en fait ça a été catastrophique. On se prépare pas vraiment à ça en fait. Pour ma part, vu que c'est un effort physique sur la durée, on se prépare pas déjà à tous les imprévus qui vont arriver durant tout le temps imparti. Et la météo, on sait que ça peut arriver, on a un équipement pour, mais on se prépare pas à passer 3 semaines sous la pluie, quoi. Et c'est ça aussi qui fait partie de l'aventure finalement. On fait exprès. Et vous, Flavie et Jérémy, je crois qu'il n'y a pas eu trop d'imprévus de ce type? Alors, nous, on ne pouvait pas tellement préparer. En tout cas, on ne savait pas du tout où on allait être. Donc, c'est vrai que c'était un peu un saut dans l'inconnu. Après, on a voulu un peu se préparer physiquement. Moi, je suis allée une fois à la piscine. Et après, j'ai eu une entorse du genou. Arrêt de sport pendant 6 semaines. Donc, je me suis dit, il n'y aura pas de préparation. Et vous, Jérémy, un peu de course à pied ou de... Oui, non, alors moi, tout pareil, il y a eu très peu de préparation. On était d'autant plus étonnés après de réussir certaines étapes. Et puis, par contre, pour ce qui est de la météo et ça, on avait un intervalle de température qui nous avait été donné de -7 à 40 degrés. Donc, on avait un peu de tout dans notre sac. Donc, on a beaucoup de données aussi, les choses qu'on n'avait objectivement pas besoin au final, parce que les 15 kilos, on voulait les faire diminuer. Et d'ailleurs, juste, on a bientôt fini, mais sur les imprévus, Lynn, vous êtes blessée pendant le voyage, mais vous avez malgré tout, c'était très douloureux parce que vous ne pouviez plus porter votre sac. Mais vous n'avez pas abandonné, justement. Racontez-nous juste un peu rapidement cet épisode. Donc j'ai eu une inflammation du trapèze gauche, donc ce qui fait que quand j'ai été voir un ostéo, il m'a dit le seul moyen de guérir, c'est de ne plus porter un sac. Quand il me restait 800 km à faire, c'était pas possible. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir des gens que j'ai rencontrés sur le chemin qui m'ont aidé à vider un petit peu de mon matériel, à porter un petit peu de mon matériel. Et c'est comme tout, en fait, on s'y fait. C'est soit on abandonne ou soit on continue comme ça. Et j'aime bien parce que je me dis c'est un peu une métaphore avec la vie, quoi. Mais oui, c'était une bonne expérience. Et vous d'ailleurs, justement, Flavie et Jérémy, on ne se rend jamais compte, vos sacs à dos rouges, les fameux sacs à dos rouges, alors c'est vos affaires qu'il y a dedans, mais ils sont lourds? C'est 15 kilos, donc moi c'est un tiers de mon poids, donc j'ai pas super apprécié le poids, mais en fait, paradoxalement, c'est super lourd, mais quand on est dans l'aventure, on est tellement stimulé que franchement, j'ai pas eu mal au dos. Alors que je pense que là, tu me mets un sac à dos, je vais direct avoir mal au dos. Mais là, t'es pris, t'as envie d'aller, d'avancer, et puis t'as envie de rendre fier l'autre. Et du coup, voilà.
Et puis même, ce qui est drôle aussi, c'est que même pour les duels finaux, vous n'avez pas spécialement besoin du sac, mais vous devez le prendre quand même, quoi. Même si c'est pour faire un aller-retour. Toujours, c'est pour que le caméraman, qui lui aussi prend sa caméra qui pèse 13 kilos, puisse nous suivre, qu'on ne court pas trop vite. Est-ce qu'il y a peut-être une toute dernière question? Je crois que le temps file. J'en vois une ici. Il y en a ici aussi. Je ne sais pas qui va gagner le micro en premier. Ou peut-être on pourra un peu déborder, je ne sais pas. Non, on ne pourra pas déborder. Donc il y aura une question, je suis désolé, mais vous pourrez sans doute les retrouver à la suite. J'aurais une question sur les liens quand ils sont en voyage. C'est vrai qu'on dit souvent que les liens en voyage sont beaucoup plus forts. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, de voyager du coup à deux ou seul, les liens qu'on tisse avec les autres personnes, puis comment ça, c'est le retour à la réalité et de voir que les liens qu'on peut tisser en Suisse sont peut-être pas aussi forts ou sont peut-être différents. Alors, nous, c'est vrai qu'on n'avait aucun contact avec nos familles. On n'a vraiment pas du tout de Natel, donc on était totalement isolés dans une bulle à deux. Alors, tu rencontres plein de monde et c'est vrai que ça devient assez vite ta famille. Moi, j'ai gardé contact avec plusieurs familles de là-bas avec qui je communique toujours régulièrement par téléphone. Et puis, avec Jérémy, c'est vrai que c'est devenu vraiment mon pilier, mon soutien absolu, celui qui me connaissait et avec qui je vivais ce truc de malade. Donc, c'est vrai que c'est très, très fort et ça restera gravé à jamais, quoi. Et vous, Lynn, vous êtes partie seule, mais vous étiez quand même contente de retrouver vos proches? Alors oui, évidemment, j'étais contente de retrouver tous mes proches, mais j'ai passé tellement de temps seule et ça m'a fait un énorme bien. Et plus je passais de temps seule, plus j'appréciais aussi les rencontres que je faisais le soir ou même le temps de quelques minutes. J'ai aussi mon papa qui m'a rejoint et je pense que ça a bien soudé les liens, surtout quand on s'engueule. Mais non, je pense autant que ce soit seul ou à plusieurs, c'est différent, mais je pense que c'est des expériences à faire qui changent en fait notre façon de voir les choses. Très bien, merci beaucoup à vous, merci Lynn Perita, merci Jérémy Ingbar, merci Flavie Taparel, merci Alexandre Grandjean et merci à vous d'être venus. Merci.